Bon, bah, j'ai la flemme de faire une intro déjà, donc on va passer au sujet de la vidéo. La vidéo, ça va être un récap de la semaine, de ce qui s'est passé pendant ce week-end. Donc la saison a commencé, les premiers matchs ont commencé. Donc on a Esprit Shonen qui s'est fait battre par Caldia Esports. Et ça m'a beaucoup surpris parce que Esprit Shonen, avec le roster qu'ils ont, était clairement favori. On voit bien quand même qu'ils ont des joueurs qui ont un minimum d'expérience, c'est-à-dire Mikey, Akuma et Yopa. C'est des joueurs qui ont un peu d'expérience quand même, surtout Mikey. Ensuite, pareil, quelque chose qui m'a un peu surpris, c'est que Era Sport a roulé sur F9 Écart. Alors, c'est vrai que F9 a toujours eu du mal à rentrer dans son tournoi, tout ça. Mais à ce point-là, enfin, galérer à ce point-là, quand même, ça m'étonne. En plus, ça avait pas été mauvais au Split 3 l'année dernière. Et je pense que bon, ils vont se faire rouler dessus par Esprit Shonen. Enfin, les deux équipes sont dans une mauvaise dynamique, on le voit ici. Mais pour moi, Esprit Shonen a montré plus de belles choses que F9. Donc pour moi, ils sont clairement favoris. Ensuite, on a Mandatory qui bat Esprit Shonen. Bon, ça c'est pas étonnant. Euh, ils perdent quand même une map qui, enfin, pour moi, ils auraient pas dû perdre. Après, bon, c'était leur premier match, c'est un peu normal. Et ils ont aussi gagné contre Galion. Pour moi, c'est normal aussi qu'ils gagnent contre cette équipe. Mais c'est quand même un très beau match. Et si vous n'avez pas vu, je vous le recommande parce que c'est peut-être le meilleur match de la semaine. Et pour moi, Galion, par contre, seront favoris contre Caldia Esports. Et Esprit Shonen sont aussi favoris contre Whippy Sport. Whippy Sport s'est fait rouler dessus par Galion. On voit ici 13-1. Ensuite, on a RL Sport qui se fait battre par Whippy Sport. Alors, vu que RL Sport avait roulé sur F9, pour moi, c'était logique que ERA gagne. Finalement, non. Après, bon, entre Caldia et Whip, on voit ici, je pense que Caldia va gagner. Caldia, pour moi, là, enfin, moi, j'y attendais pas à ce niveau-là. Mais je pense qu'ils peuvent rester top 4 de la ligue. Ils peuvent même peut-être chercher un top 3. Après, une qualification en Challenger, je pense pas. Mais ils peuvent choquer la ligue, ça c'est sûr. Pour Job Life contre Caldia, bon, Job Life a gagné, encore heureux. Ils ont roulé sur F9, ils ont roulé sur Caldia. Ils ont quand même un peu galéré sur la Haven. Mais bon, la Abyss, ça s'est quand même vachement bien passé. Entre Mandatory et F9, je vois bien 2-0 Mandatory. Premier 2-0 de la saison. Pour eux, je pense que ce sera là. Et entre Galion et RH, je pense que Galion est clairement favori. Ensuite, je tiens à m'excuser. Parce que je me suis trompé sur... merde. Sur le roster des Caldia Esports. C'est-à-dire que je pensais que ce serait le roster de Aidan Bush. Finalement, non, parce qu'ils ont Lux9, c'est un très bon joueur de ligue française. Soren, très bon joueur de ligue française. Nate, très bon joueur aussi. NRK, je crois qu'il vient du tier 3, si je dis pas de conneries. Il a déjà été en tier 2, mais il me semble qu'il vient du tier 3. C'est un bon joueur. Et après, on a Titoun, qui, je crois, est de la même famille que Gotaga. Et c'est un joueur qui est en train de monter en puissance, qui peut clairement choquer la ligue. Et quelque chose que je ne savais pas aussi dans ma dernière vidéo, c'est que la première équipe est qualifiée pour le EMEA Clash. Donc le EMEA Clash, c'est là où les meilleures équipes de chaque ligue de tier 2, donc première équipe de chaque ligue, donc dans notre région, donc par exemple la Ligue de Première Ligue de France, Première Ligue espagnole, etc. Et ils vont devoir affronter le Bottom VCT. Le Bottom VCT, c'est les équipes qui n'auront pas réussi à se qualifier pour les Masters Santiago. Donc, en gros, 9, ce sera 9 équipes
Après bon, par exemple, Fnatic, pour moi, c'est pas du bottom VCT, quoi. Et bref. Après, je vois pas auprès de qui je m'excuse parce que j'ai un seul abonné et 4 vues à ma dernière vidéo. Mais on sait jamais. Ensuite, on va parler de la méta. Parce qu'il y a quand même des choses qui m'ont pas mal étonné. Déjà, on va commencer par Breeze. Alors, Breeze a fait son grand retour avec une map qui a quand même été vachement modifiée et tout. Moi, j'ai pas encore joué dessus en ranked, mais je vous sortirai une vidéo si je joue dessus en ranked. On voit que c'est quand même une map assez grande. Et donc, logiquement, c'est là où un personnage comme Viper va exceller dessus. Et je suis assez surpris parce que elle a pas été pique à 100% sur la map. Alors, Astra, maintenant, c'est sûr et certain que ça va être indispensable vu la taille de la map. Mais avant, Viper, c'est quand même assez, enfin, c'est un personnage assez important sur Breeze. Et là, elle a pas été pique à 100%. C'est quelque chose qui m'étonne. Après, à voir en VCT ce que ça va donner. Mais pour moi, c'est assez étrange. Ensuite, on a Brimstone qui a été pique 20% dans toute la ligue. Alors, on va se dire, sur Bind, c'est logique. Mais il a été quand même pique sur Korod par Mandatory, donc une équipe avec des joueurs d'expérience. Il a été pique sur Abyss, pareil par Mandatory, des joueurs d'expérience. Et sur Haven, par Zoblife, des joueurs d'expérience. Donc c'est vrai, alors c'est vrai que l'un des derniers patchs qui a un peu modifié toute la méta, bah dans ce patch, Brimstone n'a pas trop été modifié. Donc est-ce que c'est pour ça? Ou alors, enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a une méta Brimstone qui est en train de se dessiner? Honnêtement, je n'ai aucune idée. À voir après, pareil, à voir en VCT ce que ça va donner. Mais je trouve ça assez intéressant de le voir pick par des équipes avec quand même des très bons joueurs. Ensuite, il y a Era Sport qui a pick Tero sur Breeze. Alors, c'était ce match-là, non. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Il y a Tero qui a été pick sur Breeze. Alors, déjà Breeze, il faut savoir que c'est une map avec une, enfin, qui a quand même une très grande taille. Les sites sont très ouverts. Et du coup, on aurait pu se dire, bon, bah, le drone de Tero, c'est par-dessus. Sauf qu'évidemment, Riot a nerf le drone de Tero. Du coup, ça fait que sur une map comme celle-là, c'est beaucoup moins fort. C'est pour ça que l'intérêt de le pick sur la map, je comprends pas très bien. Après, il y a aussi Esprit Shonen d'ailleurs, qui ont essayé de réaliser je sais pas, une sorte de compo Tero Breach. Ils ont fait ça sur Abyss. Donc ça a pas très bien marché, mais c'est plus dû à l'équipe qu'ils avaient en face, le collectif de l'équipe qui avait en face, plutôt que la compo. Sur Haven, bon, il n'y a pas eu ça. Sur Bind, il n'y a pas eu ça non plus. Bah merde. Eh, maintenant, je suis con. Il y a pas eu ça du tout, pardon. Pardon. Je me perds des fois. Bref, il y a aussi Veto, on le voit pas ici, mais il a quand même été pick une fois sur Korad et quelques fois sur Abyss. Donc je vais vous montrer un peu en game les maps où selon moi il est fort. On se retrouve du coup en game pour savoir du coup. Merde. Pour savoir du coup si Veto est fort sur Korad. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que pour que Veto soit fort, il faut que les sites soient ouverts. Presque tous les sites sur Valo sont ouverts. Par exemple ici, c'est un site, enfin c'est ouvert. Alors
On va pas mettre l'intercepteur à l'intérieur, parce que il faut que le site soit ouvert pour l'intercepteur. L'intercepteur, on va le mettre dans une zone par là. Le problème, c'est que c'est one-shotable par une balle de classique. Du coup, il faut idéalement le mettre à un endroit où les ennemis vont être obligés de pique et du coup d'être à découvert pour casser l'intercepteur. Par exemple, si je le mets ici, toutes les reveals qui vont partir par là, elles vont être détruites. Toutes les flashs vont être détruites. Presque tous les utilitaires vont être détruits. Parce que l'intercepteur sera là, il va contrer tout ce qui va par là, tout ce qui va par là, par là. Observateur HS. Et en fait, pour que l'ennemi puisse le détruire, l'ennemi va être obligé de pique comme ça. Ou alors d'attendre, ça va lui faire perdre du temps. Mais il va être obligé de pique comme ça, donc il va pas pouvoir checker ces zones-là. S'il y a quelqu'un derrière la box, il est foutu. S'il y a quelqu'un ici, il est foutu. Donc l'intercepteur ici, il est fort. Ensuite, sur le site B, c'est un peu plus compliqué. Mais si on met un intercepteur ici, pareil, c'est fort parce que les reveals qui vont être envoyés par là, elles vont être détruites. Pour les flashs, pareil, pour tous les autres utilitaires, une grenade de raid, ça va être détruite. Bref, déjà, le premier truc qu'on fait, généralement, quand on compte sur le site, c'est savoir s'il y a quelqu'un ici. Donc on ne peut pas casser l'intercepteur. Si on casse l'intercepteur comme ça, il y aura sûrement un ennemi ici pour nous punir. Et peut-être même un ennemi là. Là. Il peut peut-être avoir un ennemi ici aussi. Il peut y en avoir un là. Il peut y en avoir un en hauteur. Donc vraiment, c'est super fort. Après, Veto, donc il peut être fort dans une map avec un site ouvert comme ça. Mais il faut aussi que ces TP lui permettent de rotate. Mais le rotate vite. Donc là on le voit ici. Le rotate assez vite vers le mid. Et donc ensuite aller vers le spawn. Enfin c'est par le spawn et jusqu'au deuxième site. Et je crois pas qu'il puisse faire ça sur le site. Bah, attendez, on va tester ça. Ah si, il peut. Non, en fait, Vetus, c'est un bon agent sur Corrad. Mais je ne pensais pas. Pour moi, il est... Alors, c'est pas sa meilleure map. Pour moi, il est plus fort sur Bind, et je vais vous montrer pourquoi. Mais Corrad, c'est une assez bonne map à Veto. Après, le problème, c'est... Ça va être par exemple par rapport à la pose du piège. S'il n'y en a qu'un seul, on a très peu d'informations passives. C'est un peu le problème de cette sentinelle-là. Mais sinon, il a quand même ce qu'il faut pour être bon sur Corrad. Donc on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo sur Bind. On va voir pourquoi il est fort sur Bind. Donc pareil, des sites qui sont hyper ouverts. Donc par exemple, vous mettez un intercepteur, je sais pas. Un intercepteur comme ça. Les ennemis vont être obligés de pique jusque là. Là. Ils vont être visibles par la tower. Ils vont être visibles par là. Ils vont être visibles par un ennemi qui se cachera peut-être là ou là. Tout ça pour casser l'intercepteur. Pareil de l'autre côté. Ils vont devoir viser l'intercepteur. Et en même temps devoir se cacher de la tower. Alors, c'est peut-être plus vrai ici que là. Ensuite, Mind, alors ça lui permet quand même de rotate assez facilement. Puis, il peut aller ici. Et dans le pire des cas, il peut se retirer passer là. C'est risqué, mais c'est possible. C'est un TP qui est assez fort. Et du coup, il peut aller là. Il peut voir s'il y a des ennemis, il peut prendre l'information. Et ensuite revenir là, s'il y a personne. C'est pour ça que je recommande de le jouer sur Bind. Alors, je recommande de le jouer surtout sur le A. Donc, il va être restreint sur le A, mais il peut rotate assez vite sur le B. Par contre, espérez pas
pouvoir faire ça. C'est mort. Et moi je trouve ça dommage du coup qu'il soit pas joué sur Bind du tout, parce que c'est une map où il est quand même assez fort. Déjà par le fait que qu'il puisse rotate assez vite, et en même temps par le fait que les tirs c'est quand même très important sur Bind. Et ensuite sur Abyss, alors je vais pas vous montrer sur Abyss parce qu'il n'y a pas le temps, mais c'est une map où en fait il est fort. Pareil pour les mêmes raisons que sur Bind au niveau des sites, les sites sont ouverts. Les utilitaires c'est important. C'est plus important que sur les autres maps. Par contre, les rotations sont beaucoup plus dures. Et ensuite, alors je sais qu'il y a eu le rework d'Arbor il n'y a pas longtemps. Je pense qu'il y en a qui vont se poser des questions par rapport à ça. Donc, je vais vous montrer en fait pourquoi pour moi Arbor n'est pas... Plus que 30 secondes. Je m'arrêterai pas tant qu'ils respireront encore. N'est pas pique Restez concentrés. sur la plupart des maps, parce qu'il a été pique 0% de fois. En fait, le problème c'est que ils lui ont donné une smoke comme ça. Ok, c'est bien. Il en a qu'une seule. Donc ok, il va peut-être la poser ici. Dôme placé. Mais on a besoin de tirer à travers la smoke. Blocage des tirs. Ok, c'est bien, il y a un bouclier. Maintenant, la deuxième smoke, on la met où? Il n'en a pas de deuxième smoke. Son wall, il est utilisable. Ok, c'est cool. Mur en place. On va faire un truc random. Déjà, il ralentit Arbor et ses alliés, en plus des ennemis. Et en plus, il n'en a qu'un seul. Il ne va pas récupérer. Et c'est un wall précieux. Après, son ulti a quand même pas mal d'intérêt. C'est barré haut. Ultime Mais prêt. après, bon. Donc voilà ce que ça fait. Aux alliés, hein. Là, ça me fait ça à moi, Arbor, sur le serveur. Ça fait ça aussi aux alliés. Ça les ralentit. Enfin, c'est le problème, c'est que il a pas assez de blocage de vision. Avant, il en avait beaucoup plus que la plupart des autres agents. Maintenant, il a pas tout ça. Et c'est ça qui lui pose problème pour moi. Enfin, pour moi, c'est ça le problème. Du coup, maintenant, bah, il a quand même un peu d'intérêt. Mais il n'est pas aussi fort. Pour moi, il était plus fort avant. Et puis, on peut se dire, bah ok, bah, il va peut-être être fort en double smoker. Là, il va poser Dôme posé. une smoke là-bas, il va bloquer les tirs parce que là-bas, suffisamment, il reste sûrement un sniper. Mais du coup, ça c'est déjà le travail du contrôleur qui jouera avec Arbor. Donc, par exemple, un Brimstone sur Bind, voire même un Omen ou une Astra. Il fait déjà en fait leur rôle à leur place. On se dit, bah il a le wall, un peu comme Viper. Mais Viper, elle peut le réutiliser son wall. Elle peut le réactiver et tout plein de fois pendant le round. Donc pourquoi lui et pas Viper? Voilà, tout simplement. Ensuite, bon, bah ça va être la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé et puis on se dit à la semaine prochaine pour un autre récap. A plus.